Très bon début de semaine à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue donc, et voici le sommaire. La Banque mondiale accompagne la promotion du marché électrique de l'Afrique de l'Ouest. Elle va y injecter 300 millions de dollars. Le tourisme international redémarre progressivement dans le monde. 40% des destinations ont assoupli les restrictions. Le Malawi subventionne les engrais pour tous ses producteurs de maïs. La mesure concerne 4,3 millions de producteurs. La Banque mondiale met donc la main à la poche pour soutenir les réformes mises en place en vue de promouvoir le marché électrique de l'Afrique de l'Ouest. L'institution internationale a alloué à cet effet un financement de 300 millions de dollars. Le but visé est de lever les barrières à l'échange d'énergie dans la sous-région ouest-africaine. 300 millions de dollars, c'est la somme que la Banque mondiale a allouée pour appuyer les réformes mises en place pour la promotion du marché électrique de l'Afrique de l'Ouest. Octroyée par le biais de l'Association internationale de développement, cette somme est destinée au programme de financement des politiques de développement du commerce régional d'énergie en Afrique de l'Ouest. L'initiative a pour objectif de lever les barrières à l'échange d'énergie dans la région afin d'en réduire le coût, d'accroître la compétitivité des entreprises productrices et d'accroître la fiabilité de la fourniture électrique. Ceci dans un contexte où actuellement, environ 50% des populations de la région ont accès à l'électricité et que son coût est l'un des plus élevés en Afrique, soit environ le double du coût pratiqué en Afrique de l'Est. Le présent programme prévoit entre autres l'extension du réseau électrique régional qui va relier les pays impliqués, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Mali et la Sierra Leone. Il intègre 3 piliers de la réforme régionale en cours, à savoir l'accroissement de la confiance en l'application des accords commerciaux, la mise en œuvre des programmes d'investissement à moindre coût et la solvabilité des compagnies électriques nationales. 4% de toutes les destinations dans le monde ont assoupli les restrictions sur le tourisme imposées pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Ce chiffre rendu public par l'Organisation mondiale du tourisme confirme sans aucun doute la tendance au redémarrage responsable du tourisme international. Après plusieurs mois de restrictions sur le tourisme, 40% des destinations du monde ont assoupli leurs mesures. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale du tourisme, ceci confirme la tendance au redémarrage responsable du tourisme international. Au total, 87 destinations ont maintenant assoupli les restrictions sur les voyages. Cependant, ils sont 4 seulement à avoir levé complètement toutes les restrictions, alors que les 83 autres ont procédé à des assouplissements tout en maintenant des mesures en place, comme la fermeture partielle des frontières. Au nombre des destinations qui ont assoupli les restrictions figurent 20 petits États insulaires en développement pour lesquels le tourisme représente un pilier central de l'emploi, de la croissance économique et du développement. L'Organisation mondiale du tourisme constate par ailleurs qu'environ la moitié de toutes les destinations ayant assoupli les restrictions sont en Europe, ce qui confirme le rôle de première ligne que tient la région dans le redémarrage du tourisme. Par contre, 115 destinations, soit 53% de toutes les destinations dans le monde, continuent de garder leurs frontières totalement fermées au tourisme. Pour rappel, à fin mai 2020, la crise sanitaire avait entraîné un manque à gagner de 320 milliards de dollars dans le secteur du tourisme international, soit 3 fois le coût de la crise économique mondiale de 2019. Pour la campagne agricole 2020-2021, le Malawi va subventionner les engrais pour
tous les producteurs de maïs. La mesure va profiter précisément à 4,3 millions de producteurs, soit 3,3 millions de producteurs de plus que le nombre initialement prévu. Globalement, les bénéficiaires vont acquérir le sac de 50 kg d'engrais à un prix réduit de $6 au lieu de $27 sur le marché local. Ceci devrait permettre d'augmenter les superficies emblavées de 1,7 million d'hectares et de porter la production de maïs à 6,8 millions de tonnes. Ce volume, qui représente un peu moins du double de la récolte précédente, permettra au pays de satisfaire sa consommation intérieure et de dégager un surplus exportable. Car chaque année, il faut le noter, le Malawi consomme tout juste 3,2 millions de tonnes de maïs. La culture de cette céréale est l'apanage de 69% des ménages. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Je vous retrouve après une petite pause avec Casimir Pédior pour la suite. Bonjour Casimir, bienvenue à vous et bon début de semaine. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Guinée équatoriale. Alors, qu'est-ce qui fait renaître l'espoir d'une croissance économique positive à Malabo? Merci Inès, on pourrait dire que c'est les derniers exploits du gouvernement, notamment en ce qui concerne le forage du puits S en novembre 2019. Qui fait renaître, mais au-delà de ça, il faut dire que depuis 2014, où le pays a été plongé dans une crise liée à la chute de la production du pétrole et également de la chute de la devise en termes d'échange au niveau de ce pays-là, il est difficile de pouvoir noter une croissance des meilleurs au niveau de ce pays. En effet, la Guinée équatoriale a été le pays, a subi les affres de la crise pétrolière entre 2014 et 2017 et depuis, le pays est plongé dans une récession économique qui a plongé les comptes de ce pays-là dans le négatif. Il est un peu difficile de voir une croissance positive au niveau de ce pays-là. Tout est resté dans le rouge depuis 2017. 2018, le pays a tenté vaille que vaille de redresser la pente. 2019 n'a pas pu le faire. Et comme si cela ne suffisait pas, la pandémie du coronavirus est venue dégrader les choses en 2020 et de plus en plus, on annonce un pays qui est en train de sortir progressivement de l'ornière avec beaucoup plus d'espoir. Déjà, vous l'avez demandé, qu'est-ce qui peut faire renaître cet espoir? C'est déjà le puits S qui a été foré et qui a été véritablement un espoir pour ce pays, mais c'est aussi le renouvellement des licences entre 26 entreprises au total, dont 24 offshore et 2 onshore, qui de plus en plus fait renaître l'espoir au niveau de ce pays. Alors Casimir Pédior, au regard du tableau que vous venez de peindre, atteindre une croissance économique positive en 2021, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, comment est-ce que le pays va s'y prendre? Gagner, c'est pas donné à tous les pays de reprendre la croissance, surtout que le pays base 56% de ses revenus, de son produit intérieur brut sur les hydrocarbures, 95% sur les exportations de pétrole et 80% de ses recettes sur cette activité. Il est un peu difficile pour ce pays de pouvoir relancer même les programmes de relance de son économie sur d'autres filières n'ont pas pu donner véritablement de fruits pour permettre à ce pays. Et aujourd'hui, on se demande, comme vous l'avez dit, comment est-ce que véritablement ce pays pourra le faire. Oui, il va falloir véritablement corriger les choses, reprendre les licences et surtout travailler véritablement pour avoir de nouveaux investisseurs au niveau de ce pays-là et pourquoi pas compter aussi sur les investissements directs étrangers et tourner définitivement le programme unijambiste qu'a développé depuis toujours la Guinée équatoriale. En tout cas, pour l'heure, le débat, il est en cours au niveau du gouvernement pour voir véritablement si la Guinée pourra donner une seconde chance à son économie en allant vers des filières beaucoup plus structurantes telles que l'agriculture par exemple. Pourquoi pas
développer donc l'agriculture, développer l'industrie de ce pays-là pour que véritablement les Guinéens puissent mieux se porter en termes donc d'employabilité et mieux faire travailler aussi cette jeunesse qui parfois est un peu oisif sur les bords en ce qui concerne donc la transformation structurelle de son économie. Il va falloir que les dirigeants puissent donner cet espoir-là en motivant davantage les jeunes et pourquoi pas former davantage en ce qui concerne l'auto-emploi au niveau de ce pays-là. Kazmi Pédior, on annonce des réformes, mais comment bien les engager quand on sait que la mauvaise gestion gangrène le pays? Bien sûr, Inès, vous avez mis la main sur un des facteurs qui a vu donc les conséquences que j'ai citées tout à l'heure, la mauvaise gestion au niveau de ce pays, la corruption, le détournement aujourd'hui, c'est la chose la mieux partagée au sein du gouvernement et il va falloir y mettre un terme. D'ailleurs, le gouvernement a à cœur, en tout cas, les intentions politiques vont de plus en plus vers la gestion optimale donc, des ressources du pays, vers la bonne gestion. Et désormais, on compte associer davantage donc, le peuple, la société civile, tout ce qu'il y a donc en termes de composants pour accompagner l'économie de ce pays, on compte les associer à la question de la transparence. Les lois seront votées en tenant compte donc de l'équité, mais aussi de la transparence au niveau de ce pays. Et certainement, si la Guinée arrivait donc à gérer la question donc de la transparence, de la bonne gouvernance, je crois que un pari serait gagné en ce qui concerne donc l'éveil de cette économie, en ce qui concerne la destination vers un mieux-être des Guinéens. Et je crois que quand on aurait fait cela, les jeunes pourront prendre le bon exemple, le bon pli et aller désormais travailler, contrairement à ce que nous voyons, où c'est beaucoup plus donc les étrangers qui travaillent dans ce pays pour nourrir les Guinéens. C'est une forme donc d'oisiveté que ce pays a développée. Il va falloir travailler sur tous ces mécanismes pour permettre donc à ce pays de l'Afrique centrale de mieux se porter, pourquoi pas donner le bon exemple. Faire de la Guinée équatoriale le hub donc du pétrole et du gaz, c'est une chose, mais faire travailler davantage tous ces composants, je crois que ce serait le défi majeur que va relever donc ce gouvernement. Justement, comment est-ce que les Équato-Guinéens accueillent tous ceux-ci et s'ils sont prêts à travailler? Difficile, ils accueillent cela difficilement parce que changer les habitudes, ça pose d'énormes problèmes, mais je crois qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Les gouvernants, avec un peu donc de bâton, pourront donc les amener, pourra les discipliner vers donc l'émergence économique. Merci Kazmi, bonne semaine à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA.